nous rejoint. Oui, je suis heureux de participer à ce bioconvivium. Je viens de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et depuis longtemps je sais que la Drôme est un département très en pointe au niveau de l'agriculture biologique. C'est un des départements français les plus performants en la matière, souvent cité un exemple dans les autres régions. Et donc ça m'a fait particulièrement plaisir d'accepter l'invitation de venir vous parler ce soir. Donc comme ça a été très bien introduit, le sujet dont je vais vous parler, c'est un sujet qui très vite peut être polémique. Moi je trouve que je suis un chercheur, c'est mon métier, ça fait 35 ans que je cherche, parfois je trouve. Et si vous voulez, ma démarche elle est strictement scientifique. Donc je vais vous parler comme un scientifique parle à d'autres scientifiques. Ça n'empêche pas d'avoir des convictions sur la base des données scientifiques, on va en parler. Donc je vais parler à peu près 3 quarts d'heure et puis il restera du temps pour les questions si vous voulez qu'on débatte. Comme ça a été dit, on est là pour débattre, hein, on n'est pas là pour s'auto-satisfaire et s'auto-congratuler. Donc, seulement pour vous rappeler donc, que la consommation de produits bio est en augmentation très très forte dans tous les pays, mais dont la France, au point que déjà pratiquement un Français sur 2 a déjà consommé des produits bio sur la base en gros d'une fois par mois, ce qui est déjà pas mal. Que 7% en consomme quasi tous les jours, ce qui montre que c'est déjà plus une petite niche. Et puis que les prévisions de consommation sont aussi à la hausse. Et si on regarde les motivations actuelles des gens à consommer des produits bio, X études ont donné les mêmes résultats. C'est qu'en fait les 2 principales motivations, c'est 1, l'aspect environnement, et 2, l'aspect qualité des aliments et la santé. Donc, ce qui veut dire que ce sont des sujets sur lesquels effectivement il faut se pencher sérieusement. Donc c'est ce que moi j'ai commencé à faire depuis 35 ans, puisque alors que je commençais ma carrière de chercheur, je me suis aussi intéressé donc à la qualité des produits de l'agriculture biologique, parce que je pensais que c'était un sujet important et qu'à l'époque personne ne travaillait en France sur le sujet. Ça n'a pas beaucoup changé depuis. Donc effectivement la question se pose, puisque c'est une approche de l'agriculture et de la production différente. C'est tout à fait normal de se poser la question, quels sont les effets de cette approche différente sur la qualité aussi bien nutritionnelle que sanitaire des produits. C'est une question totalement légitime. Donc en fait en France il y a eu très très peu de recherches jusqu'aux dernières années sur l'agriculture biologique, pour des raisons qu'on pourra toujours discuter tout à l'heure si vous voulez. Au niveau international, globalement, il y a eu plusieurs centaines d'articles scientifiques qui ont été publiés sur des études comparatives de la qualité des produits bio et des produits conventionnels. Et donc c'est essentiellement la base je vais m'en servir de base pour présenter cette conférence. Ceci dit, malheureusement le nombre de données est insuffisant par rapport à ce dont on aurait besoin pour être totalement affirmatif. Ce qui fait que je vais honnêtement vous parler de tendance plutôt que d'essayer de vous faire croire qu'on a assez de données pour être sûr que c'est comme ça ou que c'est comme ci. On reviendra sur les prises de position dont on a parlé tout à l'heure. Donc effectivement en France, un peu l'événement dans le domaine, ça a été le rapport de l'AFSA qui a été publié en 2003, que vous pouvez trouver en intégralité sur le site internet de l'ANSES, puisque l'AFSA est devenue l'ANSES. Donc il faut chercher un peu dans la rubrique nutrition pour le trouver, mais vous pourrez le trouver. Donc il a l'intérêt d'être un rapport qui a été élaboré par plus de 50 experts qui ont travaillé pendant 2 ans et demi et que j'ai eu l'honneur et le plaisir de coordonner. Donc comme les recherches ont continué par ailleurs, j'ai fait une actualisation en fait, de ce rapport à titre personnel dans une revue scientifique internationale qui a été publiée en 2010, donc qui a pris en compte les nouvelles études qui avaient été publiées depuis 2003. Et puis une autre source importante d'information, c'est ce qu'a fait la Grande-Bretagne. En fait, c'est l'équivalent de l'AFSA, c'est la Food Standard Agency, qui joue le même rôle que l'AFSA en Grande-Bretagne, qui a aussi commandé à un groupe d'experts un rapport sur la qualité des produits bio, uniquement sur l'aspect nutritionnel. Donc il a publié ce rapport qui est disponible en anglais sur son site internet. Et puis l'Académie d'agriculture française, par 2 de ses membres, a publié dans une revue française
un rapport aussi sur le sujet en 2010. Je parlerai un petit peu plus tard de la dernière étude. Donc, on va parler de deux aspects différents, dans l'aspect qualité nutritionnelle et puis après de l'aspect qualité sanitaire. C'est deux sujets quand même assez différents. Donc sur l'aspect nutritionnel, on va passer en revue assez brièvement les différents points qui ont été étudiés. Donc teneur en matière sèche, c'est ce qui n'est pas de l'eau dans les aliments, mais ça a été particulièrement étudié sur les fruits et sur les légumes. Et donc ce qu'a conclu le rapport de l'AFSA, c'est qu'on trouve plus de matière sèche, donc moins d'eau, dans les productions bio, en particulier dans les légumes feuilles, les légumes racines et les tubercules. Par contre, cette différence n'a pas été retrouvée dans les fruits, que ce soit des fruits légumes ou des fruits. Donc là aussi, vous voyez déjà que selon qu'est-ce qu'on regarde, on n'a pas forcément les mêmes résultats, c'est tout à fait normal. Hein, la nature et la biologie, c'est complexe, et c'est jamais aussi simple qu'on aimerait. Donc après, le problème des minéraux, des teneurs en minéraux et en oligo-éléments, vous savez qu'il y a des dizaines de minéraux, il y a des centaines d'oligo-éléments. En fait, très peu d'entre eux ont été bien étudiés. Donc les oligo-éléments en particulier ont été très peu étudiés, hélas, donc on a très peu de données. Donc sur les principaux minéraux qui ont pu être mesurés, globalement, on n'a pas trouvé beaucoup de différences pour, par exemple, le calcium, le phosphore, le potassium. Par contre, il y a une tendance à trouver plus de magnésium et de fer, d'après le rapport de l'AFSA, dans les productions bio. Par exemple, on avait fait une étude en Provence, on avait comparé des productions de légumes bio et conventionnelles. Pas toujours, mais très souvent, on trouvait plus de magnésium et de fer dans les productions bio, ça a été retrouvé par d'autres. Donc c'est une tendance, hein, c'est pas toujours, c'est une tendance. Une autre collègue polonaise de l'université de Varsovie a fait une revue sur le sujet, spécialement sur ces minéraux, et en faisant le tour de la littérature, elle a essayé de quantifier un peu les différences qu'on pouvait trouver. Et donc elle avait trouvé qu'on trouvait 21% de plus de fer et 29% de plus de magnésium dans les produits bio comparés aux produits conventionnels. Tout ce que je cite, ce ne sont que des articles scientifiques publiés dans des revues scientifiques. Donc pour ce qui est des vitamines, la situation est encore plus grave, je dirais, parce qu'on manque encore plus d'études sur les vitamines. Vous savez qu'il y a différents types de vitamines, les hydrosolubles, les liposolubles, les provitamines. Donc en fait, on manque de beaucoup de données. En fait, la seule vitamine qui a été à peu près étudiée, c'est la vitamine C. Bon, c'est pas étonnant, c'est celle qui quand même, elle est particulièrement concentrée dans les fruits et les légumes. Alors en fait, au moment du rapport de l'AFSA, on n'avait pas suffisamment de données. Donc globalement, la conclusion c'était qu'on n'a pas assez de données pour pouvoir tirer une conclusion, sauf dans un type de culture qui était la pomme de terre, parce que c'était la seule culture qui avait été pas mal étudiée, et où là il y avait une tendance à avoir plus de vitamine C dans les pommes de terre bio. Depuis, il y a un groupe américain en Californie qui a fait des études pendant 10 ans sur la qualité de production de légumes, en particulier sur les épinards et sur les tomates, et qui a trouvé assez systématiquement des teneurs supérieures en vitamine C. Du coup, globalement, aujourd'hui, on peut dire qu'il y a une forte tendance à avoir plus de vitamine C, mais là aussi, on n'a pas suffisamment de données pour être complètement affirmatif. Alors, sur les phyto-microconstituants, dont la grande majorité sont des antioxydants, les choses sont par contre différentes. Au moment du rapport de l'AFSA, vous voyez qu'il y avait 11 études qui avaient été faites, ce qui n'était pas beaucoup, mais c'était déjà pas mal. Et pratiquement toutes ces études montraient qu'il y avait plus de molécules antioxydantes dans les légumes et fruits bio que dans les conventionnels. Donc, c'était pas 4 versus 3, c'était vraiment. Donc, du coup, ça avait autorisé à tirer cette conclusion au niveau du rapport de l'AFSA. Et puis, depuis, d'autres collègues ont travaillé. Donc, la collègue polonaise, elle a fait aussi une revue de la littérature en 2007, où, d'après son évaluation, elle trouvait le double de composés de type phénol, polyphénol dans les légumes et fruits bio. Et puis encore plus récemment, 2 études ont été faites sur le sujet, donc, qui ont suivi la littérature publiée. Donc une équipe anglaise par Christian Brandt en 2011, qui a aussi trouvé plus d'antioxydants. Et puis enfin, la dernière étude, la fameuse étude américaine de l'université de Stanford, qui d'après les journalistes n'a rien trouvé. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure. C'est ce que tous les journalistes ont dit, qui n'ont pas lu l'article. Pour ce qui est des antioxydants, la conclusion de l'article est extrêmement claire, il y a plus d'antioxydants dans les produits bio que dans les autres. Il suffit de lire l'anglais et de lire. C'est sûr, ça demande un effort, mais on peut y arriver.
De là, on a surtout parlé des produits végétaux. Pour ce qui est des produits animaux, il y a eu là aussi un certain nombre d'études assez limitées, mais qui sont intéressantes parce qu'elles sont assez concordantes. Donc la conclusion qu'on avait tirée au moment du rapport de l'AFSA, des 23 études scientifiques sur les productions animales, c'est qu'en gros, on avait tendance à trouver moins de lipides totaux dans les viandes animales, mais que par contre, elles étaient plus riches en acides gras polyinsaturés. Vous savez que c'est ceux qui sont recommandés, alors que les acides gras saturés, qui sont typiques des produits animaux, ne sont pas recommandés, ou en tout cas pas en grosse quantité, à cause de leurs effets sur l'athérosclérose. Donc, des différences qui allaient dans le bon sens. Ça, c'est une étude, je ne vous donnerai pas beaucoup de résultats d'une étude, mais, parce qu'on n'a pas le temps, et puis ça serait trop fatigant, mais celle-là est très bien faite et citée par tout le monde, donc c'est pour ça que je vous en parle. En fait, c'est une étude qui a comparé donc, les poulets à deux périodes qui sont abattus à deux périodes différentes, donc une période relativement courte qui est la période qui correspond à l'abattage conventionnel, et puis une période plus longue qui correspond à l'abattage en agriculture biologique. Et vous voyez que donc, ils ont dosé les lipides totaux dans trois tissus, donc ils ont mesuré le gras abdominal, la teneur en lipides du filet, la teneur en lipides de la cuisse. Et vous voyez que si on compare donc, en jaune à 56 jours, on trouve en gros 2 fois plus de gras dans le conventionnel que dans le bio. Et en gros dans tous les tissus qui ont été mesurés. Et si on regarde à 81 jours, on retrouve en gros des différences qui sont même encore un peu accentuées entre le bio et le conventionnel. Donc moins de lipides totaux, ce qui n'est pas forcément un inconvénient. Lorsqu'on a fait le rapport de l'AFSA en 2003, il y avait publié en 2003, parce qu'on a travaillé de 1999 à 2002, en fait on n'avait pratiquement pas d'études sur le lait, ce qui était vraiment dommage. Et puis heureusement, il y a eu des projets européens de recherche qui ont été financés sur la qualité du lait, dont le lait bio, et du coup, en très peu de temps, on a eu 14 études scientifiques publiées sur le lait bio, ce qui est extrêmement intéressant. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est de voir que toutes les études en fait montrent les mêmes résultats, ce qui est totalement exceptionnel. En général, il y a toujours des études qui ne montrent pas de différence. Bon, là, c'est vraiment exceptionnel parce que toutes les études ont montré une différence dans la même direction. C'est plus d'acides gras oméga 3 dans les laits bio, même lorsqu'ils sont dérivés en fromage ou en beurre, que dans les laits conventionnels. C'est que les oméga 3, c'est des acides gras, c'est des lipides minoritaires, mais qui sont très importants pour la santé. C'est ceux qu'on trouve principalement dans les poissons, mais qu'on trouve aussi dans les noix et les noisettes en précurseurs, qu'on trouve aussi dans l'huile de colza, qui sont, en termes de santé, extrêmement importants. Et je dirais qu'ils sont d'autant plus importants chez les jeunes enfants qui maturent leur système nerveux, puisque ces oméga 3 ils vont particulièrement se concentrer dans les lipides du cerveau. Et puis chez les personnes âgées, parce que, vous le savez tous, le système nerveux il commence un peu à se fatiguer lorsqu'on prend de l'âge, et du coup les besoins en oméga 3 sont encore plus importants. Donc vous voyez que ce résultat qu'on a compilé avec Claude Aubert en faisant tout le tour de la littérature, c'est vraiment un résultat extrêmement important, puisqu'on a en gros 70% de plus oméga 3 dans le lait bio que dans le lait conventionnel. Et vous voyez que ces études ont été faites dans différents pays, pas en France, mais dans différents pays, donc c'est tout à fait représentatif. Et une autre chose intéressante sur le plan de la nutrition, c'est que vous savez qu'au niveau de ces acides gras polyinsaturés, donc il y a la famille N-3, des oméga 3, très recommandés, et puis il y a l'autre famille, des N-6, c'est ceux qui sont apportés par les huiles végétales en général, pas l'huile d'olive, mais l'huile de tournesol, de pépins de raisin, donc ils sont très riches en oméga 6. Et un des problèmes de l'alimentation actuelle dans les pays industrialisés, c'est qu'on a trop en fait de ces polyinsaturés oméga 6, parce qu'on mange trop de lipides qui viennent de ces huiles végétales. Et donc le rapport entre les N-6 et les N-3 est trop grand. Et vous voyez que là l'intérêt, c'est que le rapport dans le lait en fait, entre les N-6 et les N-3 diminue fortement, ce qui est tout à fait dans le sens de ce que recommandent les nutritionnistes. Donc il y a plus d'oméga 3 nettement, et en plus le rapport N-3 et N-6 est plus intéressant. Donc la seule conclusion que là on peut tirer, et on peut tirer une conclusion, enfin pour une fois on arrive, après les antioxydants on arrive à tirer une conclusion claire, c'est que oui il y a plus d'oméga 3 clairement dans les produits laitiers bio. Ce qui est encore plus intéressant, c'est l'explication qu'en ont fourni les chercheurs qui ont étudié la question, c'est qu'ils ont clairement montré, en particulier au Danemark, que c'est l'alimentation qui est le facteur essentiel. Et que pour avoir le maximum d'oméga 3, il faut donner de l'herbe fraîche aux vaches. Vous allez me dire, c'est pas une découverte, mais c'est quand même le mérite d'être démontré. Après, c'est de leur donner du foin sec.
Et puis, si on ne veut pas beaucoup d'oméga 3, il faut leur donner du concentrat. Donc, si vous voulez, non seulement il y a des résultats très intéressants, mais il y a un lien avec la pratique agronomique ou d'élevage qui fournit un support d'explication qui est du coup encore plus intéressant. C'est sûr qu'il y a des différences, elles ne tombent pas du ciel, hein. C'est parce qu'il y a des raisons pour ça. Alors, dans une des études sur le lait faites par les Danois, ils se sont intéressés à la vitamine E. Vous savez, la vitamine E, c'est la principale vitamine antioxydante qui est associée aux lipides, qui protège les lipides de l'oxydation. Et vous voyez, si on regarde les barres bleues, c'est les laits bio par rapport aux barres pourpres, qui sont les laits conventionnels. On a presque toujours, pas toujours, mais presque toujours, plus de vitamine E dans le lait bio que dans le lait conventionnel. Et donc c'est d'autant plus intéressant, d'avoir plus de vitamine E, mais aussi parce qu'il y a plus d'oméga 3. Et comme les oméga 3 sont très polyinsaturés, ils sont très sensibles à l'oxydation. Et du coup, c'est très bien qu'il y ait en même temps plus de vitamine E pour les protéger de l'oxydation. Parfois, la nature en fait bien les choses. Donc, si on essaie un peu de résumer cette partie sur l'aspect nutritionnel, donc les deux bases sur lesquelles qu'on avait jusqu'à maintenant, donc c'était qui ont fait le tour de la question de façon globale. Donc, c'est le rapport de l'AFSA en 2003, c'est le rapport de la FSA en 2009, et puis dans le rapport, quelques données qui sont arrivées depuis. C'était avant l'étude américaine, mais je vais en parler après. Donc si on fait le tour de ces deux rapports qui ont évalué tout ce qu'on sait par la littérature internationale, par des façons différentes, parce que la méthodologie pour évaluer la littérature scientifique n'a pas été la même, ont abouti à des conclusions très proches, contrairement à ceux qui font seulement croire que ce n'est pas le cas. Vous voyez que pour la matière sèche, les deux rapports, on trouvait qu'il y avait plus de matière sèche dans les produits bio. Les Anglais, qui avaient une approche plus quantitative que les Français, ont même quantifié ces différences. Pour le magnésium, les deux rapports ont trouvé qu'il y avait une tendance à avoir plus de magnésium. Pour le fer, les Anglais n'ont pas retrouvé ce qu'on avait trouvé en France. Par contre, pour le zinc, on n'avait pas trouvé de différence. Les Anglais en ont trouvé une en faveur des produits bio. Donc, je l'ai déjà dit, pour la majorité des minéraux les plus importants, en quantité, on n'a pas trouvé de différence. Pour la vitamine C, donc les Anglais n'ont pas trouvé de différence. Comme on avait eu du mal à en voir une, sauf sur les pommes de terre. Depuis, comme je l'ai dit, il y a de nouvelles études ont clairement montré qu'il y en avait plus dans les produits bio. Donc les antioxydants, qui sont représentés surtout par les phénols et les flavonols, les Anglais aussi ont retrouvé qu'il y en avait plus dans les produits bio. Acides gras polyinsaturés, ils ont aussi retrouvé qu'il y en avait plus dans les produits bio. Et pour les nitrates, je n'en ai pas encore parlé, j'en parlerai après, tout le monde a trouvé moins de nitrates dans les produits bio. Donc vous voyez que deux équipes totalement indépendantes, avec des approches différentes de la littérature, en gros, sont arrivées à des conclusions extrêmement proches. C'était presque inespéré d'avoir des conclusions aussi proches par des groupes de chercheurs travaillant séparément. Je rappelle que s'il y a eu quelques centaines de publications publiées, elles ne sont pas forcément toutes de la même qualité, elles n'ont pas toutes la même force, parce que le nombre d'échantillons peut être très différent et tout, donc ça demande un travail d'analyse extrêmement difficile et long. Je vous dis, nous on a mis 2 ans et demi pour faire le rapport de la fin. Ce qui vous explique que selon l'évaluation faite, on ne prend pas forcément en compte exactement les mêmes articles. Vous voyez, les Anglais ont été beaucoup plus restrictifs que nous. Et du coup, ça explique que selon les évaluations, les résultats ne sont pas exactement les mêmes. Bon, quand ils sont convergents à ce point, je pense qu'on peut être satisfait de la convergence. Alors effectivement, il y a eu trois autres publications dont je tiens à parler, qui sont venues donc pendant ce temps-là. Pourquoi je ne les ai pas mises avant, je vais vous les expliquer. Donc l'étude d'Hambourg, c'est le fameux article publié dans une revue américaine qui a été publié en 2009, donc toute la presse s'est fait l'écho en France en particulier, sur la base de la dépêche de l'agence Reuters, en l'occurrence. Il se trouve que cette étude, donc, publiée dans une grande revue scientifique, elle est basée que sur 55 études. En fait, c'est un morceau du rapport de la Food Standards Agency, donc sur uniquement 55 études. Et la conclusion de l'étude, c'est qu'on ne trouve pas de différence. Le problème, c'est que si on est un scientifique un peu sérieux, on est obligé de tirer la conclusion que si on ne travaille qu'avec 55 études, avec tous les végétaux qui ont été étudiés et les produits animaux qui ont été étudiés, on n'a en gros aucune chance de trouver une différence. C'est une règle statistique. Hein. Un étudiant qui commence à faire de la recherche en master, on commence par lui apprendre ça. Il faut assez avoir d'échantillons ou d'animaux pour les comparer, et que si on n'en a pas assez, c'est même pas la peine de faire l'étude, parce qu'on sait dès le départ qu'on n'aura pas de différence. Et avec 55 études qui traitent de 30 espèces différentes, vous êtes en gros sûr que vous n'allez pas trouver de différence. C'est ce qui a été publié dans cette revue
Évidemment, les journalistes n'ayant pas lu l'article, ont bien été incapables de vous dire autre chose que la dépêche de presse qui disait naïvement, si on est indulgent, qu'on ne trouvait pas de différence. Le deuxième rapport, c'est celui de collègues de l'INRA, Léon Guéguen et Gérard Pascal, donc publié pour le compte de l'Académie d'agriculture, donc dans les cahiers de nutrition et diététique. En fait, sur les comparaisons de données, donc c'était en 2010, donc c'était à peu près contemporain du rapport anglais. Ils ont fait à peu près le même constat. Les différences dont j'ai parlé, en gros, ils les rapportent dans un article. Même pour la vitamine C, ils avaient incorporé les nouvelles données sur la vitamine C qu'on n'avait pas eues en 2003. Donc, ils ont fait ce constat qu'il y avait des différences. Mais ils ont fait une conclusion totalement décapante. Au moins un des deux est un nutritionniste. C'est qu'ils ont conclu que ces différences, elles n'avaient aucune importance. Alors moi qui suis aussi un nutritionniste, les bras m'en tombent. Parce qu'on passe notre temps à faire des plans nationaux de nutrition santé, à faire des recommandations aux consommateurs, où sans derrière on essaie d'expliquer aux gens, faites un effort, même s'il est petit, c'est bon, ça va dans la bonne direction, ça va vous faire du bien. Et Guéguen et Pascal trouvent qu'il y a des différences, mais que c'est un intérêt. Bon, je vous laisse juger de leurs conclusions. Alors enfin, le dernier article, c'est celui qui est sorti il y a 15 jours, donc fait par une équipe de chercheurs de Stanford, qui savent très bien manier les statistiques, mais qui ne connaissent rien au sujet. Je tiens quand même à le préciser. D'accord? Non, parce qu'on peut utiliser des outils. Moi, si vous me donnez le Formule 1, je ne sais pas trop ce que je vais me faire. Hein. Peut-être que je vais être capable de tourner le volant et de faire un peu avancer la voiture, hein, mais il faut que je fasse très très attention. Là, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que ce sont des experts en statistique, mais ils ne sont pas du tout experts ni en agriculture ni en nutrition, ce qui est quand même un handicap. Bref, ils ont sélectionné un certain nombre d'études et ils ont trouvé des différences. Et curieusement, dans le résumé de l'article ne reprend que très partiellement ce qu'ils ont trouvé dans l'article. Et le communiqué de presse n'en reprend pas du tout. Bon, il y en a quoi, les journalistes français, qui apparemment ont beaucoup de mal à lire, eh bien, ils ont lu la dépêche de presse qui leur a dit que circuler, il n'y a rien à voir, il n'y a pas de différence. C'est comme ça que se fait l'information du public en France aujourd'hui. Vous voyez que c'est quand même sérieux. Donc, si on revient à ce qu'ils ont trouvé, effectivement, il faut lire l'article. Effectivement, sur les nutriments, ils n'ont pas trouvé grand-chose. Ils ont quand même trouvé qu'il y avait plus de phosphore et plus de phénol, donc d'antioxydants. Ils retrouvent, comme tout le monde, dans les produits bio, et une tendance à avoir plus de magnésium. Donc, vous voyez qu'on n'est pas très loin de ce que... vous voyez qu'ils ont sélectionné durement parce qu'ils ont nettement moins d'études que le rapport anglais et que le rapport français. C'est sûrement ça qui explique qu'ils ont trouvé moins de différence. Je vous dis, il ne faut pas être naïf. Il faut savoir lire entre les lignes aussi. Hein. Moins on a d'études, moins on a de chances de trouver de différence, c'est clair. Et puis sur les études sur les produits animaux, donc ils ont fait un bilan sur 55 études sur les produits animaux. Curieusement, personne n'en a parlé. Ils ont trouvé qu'il y avait plus d'acide gras oméga 3 dans le lait. C'est écrit dans l'article, avec les chiffres. Et dans la viande de poulet. C'est écrit dans l'article. Mais, conclusion de l'article, il n'y a pas de différence. Voilà, donc je peux diffuser le PDF de l'article à ceux qui veulent le lire, il n'y a pas de problème. Si vous avez envie de lire l'article original, vous pouvez le lire. Et vous verrez que les conclusions ne sont absolument pas celles de l'agence de presse, ni celles des journalistes. Ce qui est proprement scandaleux. Alors en fait, toutes ces études comparatives, elles ont leur avantage, parce qu'elles essaient d'être rigoureuses, mais elles ont un gros inconvénient, c'est qu'en fait, pour pouvoir faire ces comparaisons de façon rationnelle, on utilise bien sûr les mêmes races d'animaux, bien sûr les mêmes espèces de végétaux, pour pouvoir faire une comparaison d'un système versus un autre. C'est normal, les chercheurs travaillent comme ça pour avoir en gros qu'un paramètre à la fois qui varie, et pouvoir tirer une conclusion. Bon, c'est bien pour les chercheurs, mais ça ne rend pas forcément bien compte de la réalité. Et effectivement, la réalité, c'est qu'en pratique, souvent, ce ne sont pas les mêmes espèces, pas les mêmes variétés des espèces, ce n'est pas les mêmes races qui sont utilisées dans différents systèmes. Et c'est particulièrement le cas en agriculture biologique par rapport à l'agriculture conventionnelle, où il y a un gros effort fait pour choisir des variétés qui sont beaucoup plus adaptées au système biologique que celles qui sont utilisées en conventionnel. Je vois que je suis parti sur une mauvaise diapo, excusez-moi. Ouais. Donc, premier point, donc, si on veut comparer, faire une vraie comparaison, il faut les comparer des variétés telles qu'elles sont produites en bio avec des variétés telles qu'elles sont produites en conventionnel. C'est ça qui reflèterait le mieux ce qui se passe au niveau du consommateur.
Bon, pour le moment, en gros, ça n'a pas été fait, ni sur les produits végétaux, ni sur les produits animaux. Hein. Donc, vous voyez que là, il y a une grosse lacune en matière d'information, parce qu'on n'a qu'une partie, en fait, de la réponse à la question, est-ce que les produits bio sont différents des produits conventionnels? Donc, il y a du boulot encore pour les chercheurs, c'est clair. Deuxième élément qui n'est pas du tout pris en compte par les études dont je viens de parler, et là je vais vous donner des exemples, c'est le cas des fruits et l'autre le cas du pain. Qu'est-ce qu'on compare? Si on regarde un consommateur, il va manger une pomme. Il achète des pommes, il mange sa pomme. Un conventionnel, en général, il va enlever la peau. Parce qu'il sait quand même que... Il a quand même entendu dire que pratiquement un fruit sur deux sont contaminés par des résidus de pesticides, donc il préfère enlever la peau. Ce qui est super dommage parce que dans la peau, c'est là qu'il y a le plus d'antioxydants et de vitamine C. C'est pas dans la chair. Et c'est là, pas par hasard, c'est là parce que ça protège le fruit des agressions extérieures. Parce que dans le fruit, les antioxydants, c'est vrai pour les polyphénols, c'est vrai pour la vitamine C, ils ne sont pas là pour faire plaisir aux consommateurs, ils sont là pour protéger la pomme contre les agressions extérieures. Et en fait, on peut faire des comparaisons très simples. Si vous comparez une rainette d'humain non épluchée avec une golden non épluchée, vous avez déjà un facteur de 3,5 au niveau de la teneur en vitamine C. Donc vous voyez un effet variété absolument majeur. Hein. Vous mangez une golden ou vous mangez une rainette d'humain, ça n'a rien à voir sur le plan des apports en vitamine C. Vous savez qu'un conventionnel, c'est quand même la golden qui est la plus cultivée, c'est pas forcément celle qui est la plus cultivée en bio. Donc, si vous faites une vraie comparaison au niveau du consommateur, si vous mangez des rainettes d'humains bio plutôt qu'une golden bio, vous voyez la différence que vous allez avoir. Et puis, il y a aussi l'épluchage. Et vous voyez que si vous l'épluchez, parce qu'a priori vous pensez qu'il vaut mieux l'éplucher, vous allez encore perdre en gros la moitié de la teneur en vitamine C de la pomme. Donc vous voyez que, mais en bio, vous n'avez pas besoin d'éplucher, puisque à part un peu de poussière que vous pouvez facilement enlever, vous n'avez pas besoin d'éplucher. Et il ne faut surtout pas l'éplucher, puisque c'est là qu'il y a le plus de nutriments. Donc vous voyez la différence, si vous mangez une rainette d'humain bio et une golden conventionnelle épluchée, ben, vous voyez la différence que vous avez. Vous avez mangé deux pommes, mais en termes d'apport en vitamine C, vous avez un monde de différence. C'est un exemple. On pourrait multiplier des exemples. Alors celui-là, il est un peu caricatural, je vous le concède, mais bon, c'est fait aussi pour montrer des choses. Alors ça, c'est un aspect important, c'est tout ce qui peut se passer entre la production et la consommation, hein, parce qu'on a toujours tendance à penser aux produits frais, mais en fait, l'essentiel de ce qu'on consomme, ce sont des produits transformés, on ne mange pas que des fruits et des légumes crus. Et donc, en fait, tout au long de la chaîne, qui va de la production à la consommation, il y a des facteurs qui peuvent faire perdre la valeur nutritionnelle. Parce qu'il y a un vrai problème, aussi bien conventionnel qu'en bio, mais c'est un problème qu'il faut essayer de regarder en face. Donc, on l'a dit, excusez-moi, c'est en anglais, j'ai pas eu le temps de faire la traduction. Donc il y a l'effet variété, cultivar. Donc selon les variétés qu'on va utiliser, déjà dès le départ, en sortie du champ, on va avoir un effet variétal tout à fait évident, qui va être plus ou moins accentué par les méthodes de culture, qui vont aussi entraîner plus ou moins de différences, on en a parlé tout à l'heure. Après, il y a l'étape de conservation du produit brut, où selon les conditions de conservation, plus ou moins froid, plus ou moins ventilé, plus ou moins de lumière, pour certains nutriments, on va avoir des pertes importantes. Après, il y a des procédés de transformation qui vont faire passer de la matière première du produit brut à un produit transformé, où là, on a très souvent une grosse casse en matière de nutriments, parce qu'il y a beaucoup de nutriments sensibles, c'est le cas en particulier de pas mal de vitamines, des antioxydants, où beaucoup de process sont très drastiques sur ces molécules-là. Après, il y a encore l'étape de conservation, stérilisation, pasteurisation, conservation par différents moyens, qui va encore éventuellement poser problème. Et puis il y a la préparation au niveau du foyer. Et puis finalement, lorsque ces molécules sont ingérées par le consommateur, la question qui se pose, c'est comment ces molécules vont être absorbées par leur intestin. Ça peut dépendre de beaucoup de choses qu'on connaît plus ou moins bien. Donc vous voyez qu'en fait, c'est une question très complexe. Mais il faut s'y intéresser, parce que si on ne s'y intéresse pas, malheureusement, on va perdre énormément encore de route. Alors, si on prend le cas du pain, là aussi c'est une caricature, mais le pain, c'est pas n'importe quel aliment. Hein. Donc, si on prend, vous avez ici en gros la teneur en blé en énergie, du blé, donc le blé comme blé, un grain de blé, un certain nombre de minéraux, un certain nombre de vitamines, et puis ici en fibres. Donc, si vous prenez un grain de blé, il est modérément riche en énergie, mais il est très riche en minéraux, et il est riche en vitamines, et il est très riche en
injection animale, donc fumier, sous différentes formes. Effectivement, tout le monde le sait, c'est un concentré de micro-organismes. Et qu'effectivement, on peut se poser la question, est-ce que ça ne risque pas de contaminer les animaux qui vont pousser avec ce type de fertilisant? La conclusion qu'on avait tirée dans le rapport de l'AFSA, c'était que la technique du compostage, c'est basé sur les études expérimentales, est extrêmement efficace pour éliminer, à partir des matières organiques brutes, énormément de bactéries pathogènes. Parce que les bactéries qui vont se développer lors du compostage vont prendre le dessus et donc vont en gros éliminer les autres. Il y a aussi un autre facteur qui est la température. C'est qu'un compost bien fait, il va monter à 60-70 degrés. Et que du coup, les bactéries qui étaient présentes avant et qui ne sont pas thermorésistantes vont être éliminées par la chaleur aussi. Donc il y a vraiment un effet d'hygiénisation par le compostage, qui est la technique de base de l'agriculture bio. Ça a été montré expérimentalement, qui a un gros pouvoir hygiénisant. Donc la conclusion, c'était qu'a priori, il n'y avait pas vraiment de problème en bio par rapport à ça. Après, la question c'est posée, mais les aliments, est-ce que finalement ils sont contaminés ou est-ce qu'ils ne sont pas plus contaminés en bio? Alors, au niveau d'un rapport de l'AFSA, en fait, on avait très peu de données disponibles. La seule chose qu'on a pu dire d'un peu fondé, c'était que comme en bio, l'ensilage est extrêmement limité, et qu'on sait que l'ensilage, c'est un des facteurs qui favorise la listeria, a priori, le fait d'utiliser peu d'ensilage en bio était clairement un facteur de prévention du développement de listeria et aussi de certaines souches de bactéries pathogènes, en particulier des Escherichia coli, avec cette souche qui est particulièrement pathogène. C'était basé sur les études, sur le peu d'études qui avaient été faites. Alors en fait, la fameuse américaine qui toujours n'a rien montré d'intéressant, rappelez, il faut lire la presse pour savoir. Et en fait, ils ont montré qu'ils ont fait, effectivement, là, ils n'ont rien montré, ils n'ont pas montré de différence, mais en fait, c'est quand même intéressant, puisqu'ils montrent que sur 4 souches différentes, Escherichia coli, Salmonella, Campylobacter et Listeria, qui sont 4 sources majeures de contamination bactérienne, dans les végétaux et dans 3 catégories de viande, poulet et porc-bœuf, il n'y a pas de différence de contamination entre le bio et le pas bio. Ce qui veut dire clairement qu'il n'y a pas de risque supplémentaire en bio, bien qu'on n'utilise pas de produits phytosanitaires, de contamination par ces bactéries, ce qui est un résultat extrêmement important en matière de consommateurs. Mais bon, ça doit être oublié par hasard. Après, un autre aspect, là aussi, qui c'est quelque chose d'important, on avait travaillé lors du rapport de l'AFSA, c'est que vous savez que le fait d'utiliser massivement des antibiotiques en élevage animal, ça a comme conséquence de générer, et ça tout le monde le sait, de générer des résistances aux antibiotiques. C'est-à-dire, dès que vous allez soumettre une espèce à un stress toxique, forcément, il va toujours y avoir quelques individus qui vont arriver à muter de façon à pouvoir résister à la molécule qui pourrait les détruire. C'est connu depuis des décennies, tous les exemples abondent, c'est vrai pour en gros toutes les molécules. Et donc forcément, dans le cas des antibiotiques, si on utilise de façon chronique des traitements à base d'antibiotiques, on va générer dans les troupeaux des bactéries qui vont devenir résistantes à ces antibiotiques. Donc le rapport de l'AFSA avait clairement conclu sur la base de quelques études disponibles, en particulier d'une, qui avait systématiquement moins de bactéries résistantes à 14 antibiotiques dans des élevages bio, donc de dinde, de porc et veau, que dans des élevages conventionnels, ce qui est tout à fait normal, puisqu'en bio, en gros, les antibiotiques sont interdits, sauf traitement très exceptionnel pour sauver les animaux. Donc c'était logique, mais encore fallait-il le montrer. Et puis les Américains, qui ont toujours rien montré, eh bien, ils ont trouvé que le risque de trouver des bactéries résistantes à l'ampicilline, qui est un des principaux antibiotiques utilisés, voire à au moins 3 antibiotiques différents, était moins élevé en bio, au moins chez les poulets et chez les porcs. Donc je pense que la chose est claire. Hein. Oui, en bio, on génère moins de résistance aux antibiotiques de souches résistantes, ce qui est un très gros plus en matière de santé publique. Vous savez que pour certains micro-organismes, il ne reste plus qu'un seul antibiotique disponible dans le monde pour les traiter. Donc c'est un problème majeur de la santé publique aujourd'hui, la résistance aux antibiotiques. Et donc le fait d'avoir un système de production agricole qui minimise beaucoup cette résistance aux antibiotiques, c'est un élément très important en matière de santé publique. Il va suffire que la dernière souche qui a encore un antibiotique devienne résistante pour que... Là, vous allez entendre par la presse, vous en parler, hein, je peux vous le dire, hein, parce que
tous les systèmes de santé du monde vont se mettre à trembler. La grippe aviaire à côté, c'était une plaisanterie. Là, ça va être la déflagration mondiale. La bio sera obligatoire. Et on n'en est pas loin, je peux vous dire qu'on n'en est pas loin. Bref. Donc après, évidemment, la grande question qui se pose depuis longtemps, c'est la contamination par des pesticides, donc qui en bio sont en gros interdits, sont interdits, alors qu'ils sont autorisés en conventionnel. Donc la question qu'on peut se poser, naïvement ou avec des arrière-pensées, c'est est-ce que oui ou non, il y a des contaminations différentes dans les produits bio ou dans les produits conventionnels. Alors en fait, il y a eu beaucoup d'études sur le sujet. Donc là, on va pouvoir être conclusif, clairement. Donc je vous présente toutes les études qui ont été faites en France sur le sujet. Oui, ça a commencé en 2000. Puis aussi en 2000 avec la DGAL, sur le ministère de l'Agriculture. Puis l'étude du Synabio sur les produits transformés, donc céréales, oléagineux, protéagineux. Toutes ces études ont en gros conclu les mêmes choses, c'est qu'on a quelques pourcents d'échantillons bio contaminés par des résidus de pesticides à des très faibles doses. Donc ça, c'est la situation en France. Et puis il y a les données des autres pays. Suède en 2002, aucun résidu de pesticides trouvé dans les produits bio. Danemark, 3%. Italie, 3%. Turquie, 0% dans les raisins. C'est le dernier article qui a été publié. Donc vous voyez qu'en gros, la conclusion, ça me coule d'elle-même. Alors si on regarde par contre qu'est-ce qu'il y a dans les produits conventionnels, là aussi on a des chiffres extrêmement fiables. Ce n'est pas des chiffres de Greenpeace, c'est des chiffres de la Commission européenne. La Commission européenne, tous les 5 ans, analyse des dizaines de milliers d'échantillons d'aliments dans tous les pays d'Europe pour regarder leur niveau de contamination en différents toxiques, c'est vrai pour les métaux lourds, pour les bactéries, mais aussi pour les résidus de pesticides. Donc, les données de 2001, vous voyez que 37% des échantillons sont positifs, donc contiennent des résidus de pesticides, donc 3,6% dépassent les limites maximales de résidus, c'est-à-dire qu'ils ne devraient pas être commercialisés. Quelques années plus tard, 2005, 41% d'aliments contaminés par des résidus de pesticides, donc 4,7% qui dépassent les LMR. C'est essentiellement des conventionnels. Dernier rapport, donc maintenant c'est plus la DG Sanco, c'est l'EFSA qui gère ces problèmes-là. Donc dernière étude, 2007, 45% des échantillons alimentaires sont contaminés, donc 2,3% dépassent les LMR. Et chose nouvelle, c'est qu'il y a de plus en plus d'échantillons, vous voyez, on en est à presque un tiers, qui contiennent plusieurs résidus de pesticides dans le même échantillon. Et c'est trouvé de plus en plus. C'est spécifiquement souligné dans le rapport de l'EFSA. Et donc, des données franco-françaises, obtenues par la DGCCRF en 2010, sur quand même 3400 échantillons de fruits et légumes. Vous voyez les chiffres, 59% des fruits contaminés, donc 3,9 dépassent les LMR, et 29% des légumes, donc 4 dépassent les LMR. Donc je pense que la conclusion, elle n'est pas difficile à tirer. Donc la conclusion qu'on avait tirée dans le rapport de l'AFSA, c'était que déjà on avait assez de données pour pouvoir le dire de façon très claire. C'est qu'en gros les produits bio ne sont en gros pas contaminés par des résidus de pesticides. Si le sol c'est quelques pourcents d'échantillons à des niveaux faibles, c'est de la pollution environnementale. C'est parce qu'il y a un voisin qui n'est pas loin qui a traité, parce qu'il y a le vent, il y a l'air, il y a l'eau, en gros c'est inévitable dans le monde actuel où on vit. Par contre, particulièrement près de la moitié, un échantillon sur deux de ce que vous mangez aujourd'hui de l'agriculture conventionnelle est contaminé par au moins un résidu, voire un tiers par plusieurs résidus de pesticides. Et les Américains, qui n'ont toujours rien trouvé dans leur article, ont trouvé que le risque de contamination par les pesticides et des produits bio était nettement plus faible que les produits conventionnels. Donc je pense que l'affaire est très claire. Je rappelle l'étude faite par Génération Future. Ils ont collecté les aliments pour nourrir un enfant de 10 ans toute la journée, du matin au soir. Tous ces aliments ont été analysés. Donc c'est l'alimentation d'une journée d'un enfant de 10 ans. Dedans, ils ont trouvé 123 molécules chimiques, dont 36 molécules de pesticides, dans une journée. Donc vous voyez que ça confirme ces données. Donc c'est pas une vue de l'esprit, c'est pas pour embêter les agriculteurs conventionnels, c'est simplement que c'est la vérité. Après, gérons la vérité, mais c'est pas la peine de faire semblant que la vérité est ailleurs, comme on l'entend ou on le lit trop souvent. Alors après, on peut débattre pendant des décennies sur le niveau de toxicité, le niveau de résidus. Bon, on pourra en débattre si vous voulez tout à l'heure, hein, mais bon, là je ne me lance pas dans le débat pour le moment, parce que sinon je vais vous parler longtemps.
Et en fait, si on mange si on mange des aliments qui ont des pesticides ou si on mange des aliments bio, ça fait quoi dans l'organisme? Ben, ça a été étudié. Il y a 2 études faites aux États-Unis sur des enfants. Je vous les présente de façon très résumée. Donc, il y a une étude qui a été faite où ils ont pris 2 groupes d'enfants, comparables par ailleurs, bien sûr, même âge, même mode de vie et tout ça. Un groupe mangeait l'alimentation américaine conventionnelle et l'autre groupe mangeait bio. Et on a dosé dans les urines de ces enfants les métabolites des pesticides organophosphorés qui ont été ingérés par ces enfants. Parce que ces pesticides, lorsqu'ils sont ingérés par l'organisme, ils sont métabolisés par le foie et les métabolites qui sont fabriqués par le foie sont éliminés dans les urines. Donc on peut facilement les doser. Et le résultat, donc, c'est que les enfants qui mangent bio ont entre 6 et 9 fois moins de métabolites d'organophosphorés dans leurs urines que ceux qui mangent conventionnel. Donc c'est la démonstration claire que si vous mangez bio, vous avez moins de... Effectivement, vous ingérez moins de pesticides et votre organisme a été moins exposé aux pesticides. La deuxième étude, c'est aussi une équipe américaine qui l'a publiée. Un protocole différent, ils ont pris un groupe d'enfants qui sont suivis pendant 2 ans. Et à 2 périodes pendant les 2 ans, une fois au printemps, une fois à l'automne, ils ont remplacé leurs fruits, leurs légumes et leurs jus de fruits conventionnels par les mêmes, mais bio. Et 5, 7, 12 et 15 jours après ce changement, ils ont dosé dans les urines les métabolites d'organophosphorés. Et vous avez le résultat là qui est très parlant. Donc vous avez les colonnes ici grises, donc ce sont 2 métabolites différents, donc en gros 2 molécules différentes au départ. Donc ici vous avez le niveau, la concentration dans les urines en gris lorsque les enfants sont sur des aliments conventionnels. Et puis les 2 fois où ils sont passés à des fruits, légumes et jus de fruits bio, c'est les boîtes noires. Vous voyez que même dans ce cas-là, pratiquement, ça devient indosable parce qu'on est quasiment au niveau 0 en moyenne. Donc vous voyez un effondrement de la concentration de ces métabolites d'organophosphorés dans les urines parce qu'ils ont mangé quelques jours bio. C'est quand même spectaculaire comme résultat. Voilà, donc vous voyez que là aussi, bon, si on est exposé, si on a des aliments qui sont riches en pesticides, oui, l'organisme les ingère, oui, ils sont métabolisés dans l'organisme, et oui, on peut les mesurer. Le dernier point, c'est les mycotoxines. Alors, vous savez que les mycotoxines sont des toxines qui sont produites par des moisissures, de quelques genres en particulier. C'est toute une famille, hein, il y a des dizaines de molécules de mycotoxines. Le problème, c'est que c'est des molécules extrêmement toxiques. La moitié à peu près sont cancérigènes. Et elles résistent à 50 degrés, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas détruites par la chaleur. Donc lorsqu'on les a, on les garde. Donc c'est extrêmement important, effectivement, qu'au niveau de la production, il y ait une forte vigilance, c'est-à-dire qu'il y a des plans de surveillance actuellement en France pour ça, hein, en particulier sur les céréales, qui sont très sujettes à ça, pour limiter au maximum ces concentrations en mycotoxines. Et comme effectivement en bio, on n'utilise pas toute la panoplie des fongicides anti-moisissures comme en conventionnel, la question a pu se poser, est-ce qu'en bio, il n'y a pas plus de mycotoxines qu'en conventionnel pour cette raison? Alors en fait, au moment du rapport de l'AFSA, on a compilé évidemment toute la littérature avec des experts de mycotoxines, et la conclusion c'était qu'en gros, on ne trouvait pas de différence globalement, si on regardait toutes les études publiées, de niveau de contamination par les mycotoxines entre les produits bio et les conventionnels, ce qui était quand même une très très bonne nouvelle. On aurait pu éventuellement penser qu'il y en aurait plus, mais en fait, les études ne le montraient pas. Bon, je trouver une étude qui va en montrer plus, mais une autre étude va en montrer moins, donc globalement, il n'y avait pas gros de différence. Et puis depuis, il y a eu de nouvelles études qui ont été compilées par les Américains qui ont rien trouvé, et qui ont clairement écrit et montré avec les chiffres que toutes les études récentes qui ont été publiées ont montré qu'il y avait moins de mycotoxines dans les produits bio. Ce qui est quand même vraiment surprenant. Parce que qu'il n'y en ait pas plus, bon, ça peut se comprendre, qu'il y en ait moins, ça commence à devenir un peu surprenant, mais toutes les études récentes ont montré qu'il y en avait moins. J'ai discuté il y a 15 jours lors d'un congrès avec une chercheure de Turquie qui a travaillé sur ce domaine-là, et elle a en particulier travaillé sur le raisin. Elle a dosé les mycotoxines dans les raisins bio-conventionnels, et en fait elle s'est aperçue que le travail du sol, à une période donnée, était extrêmement délétère et favorisait énormément le développement des moisissures et du coup la production des mycotoxines sur les raisins. Donc vous voyez là aussi, c'est-à-dire que les choses n'arrivent pas par hasard. Hein. Dans le rapport de l'AFSA, on avait clairement dit que la monoculture à base de maïs, c'était un facteur extrêmement favorisant du développement des mycotoxines.
ce qui est reconnu, ce qui est reconnu quoi. On n'était pas les premiers à le dire. Donc en fait, il y a un certain nombre de pratiques culturelles qui peuvent effectivement favoriser ou défavoriser le développement de ces moisissures. Et ça aussi, ça mériterait vraiment des recherches, parce qu'il y a un enjeu de santé publique extrêmement important. On est toujours à la merci, bio ou pas bio, hein, d'une année humide où on va avoir une prolifération de moisissures. Hein. C'est une épée de Damoclès qui pèse sur la tête de tout le monde. Et là aussi, imaginez que ça arrive, vous voyez la déflagration que ça va faire. Donc là aussi, vous voyez qu'il y a un consensus sur le fait qu'il y a nettement moins, au mieux, il n'y a pas de différence, ou voire moins de mycotoxines en mieux. Et on commence à avoir quand même pas mal d'études, bon, il faut se permettre d'être un petit peu affirmatif. Nitrate, là aussi, il y a eu beaucoup d'études, on peut être aussi affirmatif, on était déjà en 2003. C'est qu'énormément d'études, aussi bien en plein champ que des études expérimentales, ont clairement montré que lorsqu'on fertilise des légumes qui accumulent les nitrates avec des engrais de synthèse, donc l'ammonitrate en particulier, donc qui est très facilement accessible pour les racines et par la plante, donc ces nitrates vont être très facilement accumulés dans la plante, ce qui est d'une logique agronomique évidente. Que par contre, lorsqu'on fertilise avec des fertilisants organiques, surtout si c'est des composts, dont la minéralisation de l'azote organique est lente, on va avoir beaucoup moins d'accumulation de nitrates dans les légumes, ça a été montré dans plein de pays, je l'ai montré en France, en Provence, par plusieurs études. Il y a énormément d'études très, très convergentes sur ce sujet. Vous savez que les nitrates en tant que tels ne posent pas vraiment de problème, mais le problème c'est qu'ils se transforment en nitrites, qui eux posent des problèmes. Je vais passer pour gagner un petit peu de temps. Vous savez que l'essentiel des nitrates apportés par l'alimentation, ce sont les légumes qui les apportent. Et qu'en gros, dans le bilan qu'on avait fait au moment du rapport de la FSA, c'était qu'en gros, sur une année, si on mange des légumes bio par rapport à des légumes conventionnels, on a en gros 50% de moins, moitié moins d'apport en nitrates qu'avec le conventionnel. C'est basé sur toutes les études qui ont été faites. Et ça, c'est extrêmement intéressant, puisqu'on nous dit qu'il faut manger plus de fruits et légumes. Je fais partie des nutritionnistes qui vous disent sans arrêt qu'il faut manger plus de fruits et légumes, au moins 5 par jour. Mais comme c'est la principale source de nitrate dans l'alimentation, et qu'on est déjà pas très loin de la dose journalière admissible de nitrate, définie par l'OMS, si on doit manger plus de fruits et de légumes, surtout de légumes, on a vraiment intérêt à ce qu'ils soient pas riches en nitrate, pour ne pas se retrouver au niveau de la dose journalière admissible. Et vous voyez que là, il y a un intérêt évident à manger des légumes bio, puisqu'on a beaucoup de données qui montrent leur teneur plus faible. Alors on pourra toujours trouver des échantillons qui tiennent au tas, parce que l'agriculteur aura eu la même forte un peu sur les engrais organiques, enfin, bref, le monde idéal n'existe pas, hein, mais globalement, on a des fortes différences de ce type-là. Je rappelle qu'il y a des teneurs pour l'eau potable en nitrate, 50 mg par litre, c'est pas une invention. Et les légumes sont beaucoup plus riches que l'eau en nitrate. Hein. C'est-à-dire qu'une salade habituelle, elle va contenir 2000 mg par kilo de nitrate. Les épinards peuvent monter à 5000, les radis peuvent monter à 10 000. À comparer aux 50 par litre pour l'eau. Donc, vous voyez, c'est quand même un sujet qui mérite un peu d'intérêt. Dernier point, les OGM. Le discours est très rapide, puisqu'ils sont interdits à l'agriculture biologique depuis le début. Il n'a jamais été question qu'ils soient utilisés en bio, et je pense que ce n'est pas demain qu'ils vont être autorisés. Donc, clairement, pour le consommateur, il y a une garantie de non-OGM dans les productions bio. Bon, qui peut commencer à être mise à mal progressivement si les cultures OGM conventionnelles se développent, hein, puisqu'on sait qu'il y a des transferts de gènes et que dans tous les pays où les cultures OGM ont été autorisées, il y a des transferts de gènes qui vont vers les plantes non OGM. Et que donc on se retrouve avec certains taux de contamination des cultures non OGM par des OGM. C'est pour ça qu'au niveau européen, l'étiquetage nutritionnel, qui est maintenant obligatoire pour les OGM, a fixé le seuil de 0,9%. Parce que si on avait fixé 0, bientôt tous les produits auraient été étiquetés contiennent des OGM. Donc le seuil a été mis à 0,9%. C'est-à-dire que si ça dépasse 0,9%, on est obligé d'étiqueter en disant qu'il y a au moins 1% d'OGM dans le produit. Donc vous voyez que la situation est quand même compliquée. Lorsque les différentes cultures OGM ont été mises sur le marché par les 4 ou 5 firmes qui les fabriquent, ils nous ont expliqué qu'il n'y avait que des avantages à les utiliser. C'est ce qu'ils ont expliqué aux agriculteurs qui les ont crus et qui les ont utilisés depuis une dizaine d'années. Il se trouve qu'aucun des objectifs qui ont été assignés au bénéfice des OGM pour le moment n'ont été atteints.
Ça devait réduire l'utilisation des herbicides. La consommation aux États-Unis et en Amérique du Nord n'a fait qu'augmenter depuis les 10 ans où ils utilisent les cultures OGM résistantes aux herbicides. Ça devait réduire les problèmes d'infestation par les parasites. Depuis, les chercheurs ont trouvé 15 espèces de parasites qui sont devenues résistantes à la toxine Bt du maïs des productions OGM Bt, ce qui était tout à fait évident et c'était sûr que ça allait se produire. Parce que vu les concentrations de toxines produites dans chaque cellule, de chaque tissu, de chaque plante, de chaque champ, forcément, on allait très rapidement déclencher des phénomènes de résistance dans les espèces qui n'avaient pas envie de crever pour faire plaisir aux fabricants d'OGM. C'est exactement ce qui s'est passé, on est déjà à 15 espèces qui sont devenues résistantes. Ce qui est non seulement pas positif, mais extrêmement négatif. C'est exactement ce qui s'est passé aussi pour les mauvaises herbes, puisque certaines mauvaises herbes ont récupéré le gène de résistance au glyphosate, ont muté, sont devenues résistantes au glyphosate, et ont prospéré. Il y a en particulier une variété d'amarante géante qui fait plus de 2 mètres de haut, qui a envahi des centaines de milliers d'hectares aux États-Unis, et comme elle est devenue résistante au Roundup, eh bien, on n'a aucun moyen de l'éliminer. Et progressivement, ces champs sont abandonnés à la culture parce qu'il n'y a pas de solution technique pour gérer le problème. Ce n'est pas exactement ce qui avait été expliqué par les fabricants d'OGM. Pareil, sur la base du principe d'équivalence en substance, qui dit qu'en gros, il y a la même chose dans deux choses, qui a été appliqué pour autoriser les OGM, on nous a dit, aussi bien les experts que les firmes, que en gros c'était pareil et qu'il n'y avait pas de différence. C'est un peu comme notre. Donc pour terminer, en fait, depuis, quelques chercheurs indépendants ont fait des études, et en gros, ils ont pratiquement tous montré, dont Gilles Eric Serralini en France, que si on faisait les études et qu'on les faisait bien, c'est-à-dire en prenant son temps, on trouvait des choses quand même extrêmement inattendues et extrêmement curieuses. Vous savez que la technique des OGM, c'est mettre un nouveau gène dans une plante qui va produire une nouvelle protéine. Les premières études qui ont été faites ont montré qu'il y avait des problèmes de toxicité sur les marqueurs biochimiques qu'on peut mesurer, qui sont reconnus par tout le monde, des problèmes de toxicité rénale et hépatique. Ce qui n'était pas du tout prévu, parce que ce n'est pas une molécule toxique a priori, c'est juste un transfert de gènes. Il se trouve que, oui, si on fait des mesures de biochimie, on s'aperçoit qu'il y a des paramètres anormaux en matière de biochimie au niveau hépatique et rénal. Comme par hasard, c'est les deux organes qui gèrent la détoxification de l'organisme. Donc c'était pas prévu, mais c'est arrivé. On a aussi trouvé des animaux, le chercheur qui a trouvé ça, c'est libéré depuis, où on avait des altérations de la glycémie. Vous savez, c'est la concentration de glucose dans le sang. Quand c'est trop haut, vous êtes diabétique. Ce qui n'était absolument pas prévu par personne, y compris par le chercheur qui a fait l'étude. Mais comme les résultats n'étaient pas bien, on a viré. Comme ça au moins, il ne virage plus. Et puis vous avez vu dans les dernières données de l'étude de Serralini, qui est une des rares études qui a duré 2 ans, où il a montré un développement très important de tumeurs mammaires en particulier, d'autres aussi, mais surtout des tumeurs mammaires, surtout chez les femelles bien sûr, mais aussi quand même chez les mâles, et qui prennent beaucoup de temps pour se développer. Et c'est pour ça qu'on lui en veut tant du côté des promoteurs des OGM, parce qu'en fait la démonstration qu'il fait, à la limite, la plus importante, c'est pas qu'au bout d'1 an et demi, les rats ont des tumeurs. Le principal résultat de son étude, c'est de montrer qu'au bout de 3 mois, on voit rien. Et 3 mois, c'est justement la durée des études qui servent à faire autoriser les OGM. Et vous comprenez pourquoi on agresse au point où il est agressé, il est traité de tous les noms et mis plus bas que terre. D'accord? C'est du genre Gallier et la terre qui tourne, vous voyez ce que je veux dire? Ça n'a pas beaucoup changé depuis. Voilà, donc le débat est ouvert. Il est clair qu'on n'a aucune certitude sur rien avec les OGM, parce qu'on n'a pas de recul. Toutes les données qu'on a au niveau environnemental sont en gros catastrophiques. Et sur les aspects santé, il y a tellement peu d'études faites par des chercheurs indépendants qu'en aucun cas on peut être rassuré sur même quelle inocuité. Les rares études qu'on a montrent le contraire. Donc si on n'applique pas le principe de précaution, c'est vraiment qu'on est irresponsable. Voilà, donc pour terminer, si on essaie d'aller vers un système d'alimentation durable, il y a différents aspects. Il y a l'aspect au niveau de la production, il y a du système agricole, comment produire des aliments, que ce soit qu'il y ait de sécurité alimentaire, c'est-à-dire que les gens puissent se nourrir. Et puis la qualité alimentaire, c'était l'objet de ma présentation, donc avec une saveur optimale. Personne n'a envie de manger quelque chose qui n'est pas bon. Pas plus les adultes que les enfants. Donc manger des aliments qui sont bons. Si on veut que les enfants mangent des fruits, il faut qu'ils soient bons, les fruits. D'accord? S'ils sont durs et qu'ils n'ont pas de goût, il n'y a aucune raison qu'un enfant ait envie de manger un fruit. Pas plus qu'un adulte d'ailleurs.
D'accord? Donc cet aspect goût est extrêmement important aussi. C'est un paramètre que souvent on ignore, mais c'est fondamental si on veut que les gens mangent bien, il faut que ce soit bon. Évidemment, avec une valeur nutritionnelle optimale, avec, je l'ai expliqué, essayer de transformer à minima pour ne pas altérer les valeurs intrinsèques du produit, que bien sûr il n'y ait pas de résidus de pesticides, parce que tout le monde sait que c'est quand même des molécules toxiques, et puis aussi un minimum de pollution des eaux, parce que l'eau c'est quand même le premier aliment dont on a besoin. Hein. On peut se passer d'aliments pendant plusieurs semaines, on ne peut pas se passer d'eau plus que quelques jours. Donc conserver de l'eau de bonne qualité, potable et buvable, c'est quand même extrêmement important aussi en termes de système de production. Alors juste pour terminer, pour dire que on peut avoir l'impression qu'on discute de choses de riches, d'accord? C'est-à-dire que oui, la qualité de l'alimentation c'est important, il vaut mieux manger, on va manger bio, c'est pour les riches, les bobos, je sais pas quoi. En fait, le problème de l'alimentation, il se pose autrement aujourd'hui. D'accord? C'est pas ni un problème de bobo, ni un problème de qualité de produits bio, c'est un problème d'alimentation au niveau mondial, et de sécurité alimentaire et de santé des populations. Et le problème, il est absolument majeur. Je vous le résume très rapidement. Chiffre de la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation, les derniers chiffres, il y a 1 milliard de sous-alimentés sur la planète. Il y en avait 1,6 en 70, vous voyez que ça n'a pas beaucoup changé. Il y en a 2 milliards qui ont des carences nutritionnelles graves, et il y en a 2,5 milliards qui sont en surpoids et obèses. Sur 7. Donc ça c'est le bilan qu'on est obligé de faire, c'est les chiffres. Chacun les interprète comme il veut, mais ça sont les chiffres. Donc le moins qu'on peut dire, c'est qu'on ne peut pas dire que la situation alimentaire sur la planète soit spécialement brillante, alors qu'il y a eu un progrès technologique faramineux qu'il n'y a jamais eu sur la Terre dans les dernières 50 ans. Donc on peut quand même arriver à l'idée que c'est pas très brillant. Un autre élément qu'il faut prendre en compte, c'est qu'avant, il y avait 2 catégories de pays. Il y avait les pays où on mourait de faim, et puis il y avait les pays où on surbouffait. Bangladesh, États-Unis. Le problème, c'est que la situation est devenue beaucoup plus compliquée, parce que maintenant, la majorité des pays, à part quelques pays très riches et quelques pays vraiment extrêmement pauvres, dans la grande majorité des pays, il y a en même temps la malnutrition, parce qu'il y a beaucoup de gens pauvres qui n'arrivent pas à se nourrir, et puis de gens qui mangent trop mal et qui sont en surpoids et obèses. C'est ce que montre ce chiffre, ce graphe de l'OMS. C'est le cas de la majorité des pays, alors c'est plus ou moins malnutrition, plus ou moins obésité, mais c'est la situation mondiale actuelle. En Chine, on est en train il y a une explosion totale de l'obésité en Chine, qui a commencé quand ils ont abandonné le vélo pour passer à la mobilette. Et puis, la deuxième étape, c'est qu'ils sont en train de passer à l'alimentation occidentale. D'accord? En Chine, il y a déjà 20 millions de diabétiques qui sont apparus dans les dernières 10 années. C'est des exemples comme ça. Donc en fait, on voit que la situation alimentaire générale, dans pratiquement beaucoup de pays, il y a un problème de pauvreté, de sécurité alimentaire, c'est-à-dire que les gens n'arrivent pas à manger. Je rappelle qu'il y a 5 millions de pauvres en France aussi, hein. C'est pas qu'au Bangladesh. Et puis dans tous les pays, de toute façon, tout le monde est confronté à une crise majeure, qui est économique, financière, c'est pas la peine de vous en parler, qui est une crise écologique, tout le monde est au courant, une crise énergétique, puisqu'on a déjà passé le pic, on est déjà de l'autre côté du pic du pétrole, donc, et puis le problème climatique avec en particulier l'effet de serre, que tout le monde connaît aussi, et les problèmes de climat qui est en train de changer. Donc tout le monde sur la planète est confronté à ça, et c'est les problèmes majeurs qu'on a à résoudre très, très rapidement. Donc on est un peu obligé, sauf d'être d'un optimisme débordant, de conclure qu'on est quand même en situation d'échec, qu'on est vraiment dans une impasse, parce que rien n'a été encore résolu, et que donc on a un défi majeur à relever. Alors ce défi commence à être relevé au niveau des organisations internationales. Certes, elles sont écologistes, ça n'a été préoccupé il y a longtemps, mais maintenant c'est au niveau des institutions internationales. Donc, juste un exemple, ça fait 3 ans que je collabore avec la FAO sur ces sujets, avec d'autres experts. Et lors d'un colloque, du premier colloque sur le sujet organisé à la FAO à Rome, on a élaboré une définition qui a été entérinée par la FAO, qui est maintenant la définition reconnue internationalement sur l'alimentation durable. Ça mérite de la lire in extenso parce que c'est quand même, on va dire, nouveau. Donc les alimentations durables sont des systèmes alimentaires à faible impact environnemental qui contribuent à la sécurité alimentaire et nutritionnelle des générations présentes et futures. Les alimentations durables sont protectrices et respectueuses de la biodiversité et des écosystèmes, sont acceptables culturellement, accessibles économiquement, équitables et abordables. Elles sont nutritionnellement correctes, sûres et saines, tout en optimisant les ressources naturelles et humaines. Ça change un peu quand même de certains discours qu'on entendait jusqu'à maintenant. En tout cas, ça ressemble plus au discours des écologistes d'il y a 20 ans que certains discours dominants qu'on entend toujours.
Donc ça, c'est la nouvelle définition de ce qu'on doit faire maintenant en matière d'alimentation. C'est la FAO, c'est l'ONU qui le dit. On va voir conclure, monsieur Durand. Ça y est, je conclue. Donc ça, c'est les recommandations qui sortent de cette définition. Hein. C'est donc c'est ça le nouvel objectif fixé par la FAO au niveau mondial, à tous les pays. Vous voyez, c'est aller dans une direction qui n'était pas celle qu'on a connue jusqu'à maintenant. Et c'est clairement une direction qui est totalement compatible avec l'agroécologie. Donc en fait, c'est pouvoir produire de façon durable, avoir un régime alimentaire qui est aussi durable, et entre autres, ce qui va passer par réduire les produits animaux et pour avoir plus de produits végétaux, et une qualité d'alimentation qui est aussi durable et qui satisfait les besoins nutritionnels. C'est exactement ce qu'a écrit le rapporteur du droit de l'alimentation de l'ONU et qu'il a présenté à l'Assemblée générale de l'ONU récemment, où il a clairement statué que l'agroécologie pouvait aider à résoudre les problèmes alimentaires au niveau de la planète. C'est pas moi qui le dis, c'est Olivier de Schutter et ça a été discuté à l'Assemblée générale des Nations Unies. Donc vous voyez qu'on est dans un nouveau débat qui prend une autre dimension maintenant, que je crois que l'heure est d'interrogation, mais surtout à changer de direction. En tout cas, si on ne change pas de direction maintenant, on va en payer le prix rapidement. Donc c'est même pour vous rappeler que mon cher collègue Hippocrate, il y a un certain temps déjà, avait déjà dit en fait ce qu'on est en train de discuter aujourd'hui, comme quoi la science moderne n'a pas beaucoup fait progresser les choses. Il avait dit, parce que vous savez tous que quand on a l'alimentation, c'est en première médecine, mais il avait dit aussi des choses qui sont en bas, qui sont au moins aussi intéressantes, puisqu'il avait déjà compris qu'il fallait aussi faire de l'exercice physique pour être en bonne santé, ce qu'on a quand même beaucoup oublié. Et puis qu'il faut faire attention à la saison de l'année, au changement des vents, à l'âge de l'individu et à la situation de son foyer. C'est quand même une leçon qui remonte à 2400 ans. Donc je pense que ce serait bien de surtout pas l'oublier. Voilà. On vient de faire un bouquin avec Claude Aubert et André Lefebvre qui reprend beaucoup d'aspects que j'ai discutés aujourd'hui, mais qui prend en compte aussi tous les autres aspects de la consommation bio, les aspects environnementaux. J'aime pas, c'est les meilleurs. C'est un petit livre pas cher, donc si vous voulez l'acheter, vous pouvez. Et je vous remercie de votre attention.